Alors, il y a peu d'avancées ou de gains significatifs sur le terrain en Ukraine, en tout cas en ce qui concerne la ligne de front. En revanche, il y a des actions à forte portée médiatique et à fort pouvoir déstabilisant que révèlent le gouvernement et l'état-major. C'est Volodymyr Zelensky qui nous en parle dans son point presse hier. Écoutez. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la destruction du navire russe au chantier naval de Kerch. Il s'agit d'une réduction significative d'une source supplémentaire de terreur russe contre l'Ukraine. Alors, Nivine Potros nous a rejoint. Bonjour à vous, Nivine. De quoi parle-t-il exactement, le président ukrainien ? Alors, Volodymyr Zelensky fait référence à une frappe ukrainienne qui a eu lieu samedi dans la ville de Kerch en Crimée et plus précisément au chantier naval de Zaliv. Alors, cette frappe, la voici, regardez bien, ça se passe très rapidement. On voit tout simplement un missile qui va frapper un navire qui est donc amarré dans ce chantier naval. Une première explosion et puis quelques secondes plus tard, une seconde explosion qui est probablement l'impact d'un second missile. Les dégâts sont extrêmement impressionnants. Regardez cette image, on le voit, ce bateau est totalement défiguré. La coque a été sévèrement endommagée, tout comme la tourelle qui est située à l'arrière, l'antenne du bateau également. Il faudra probablement de très nombreux mois pour pouvoir le réparer, un coup très dur pour la marine russe, car ce navire, il n'était même pas encore entré en service. Il devait l'être dans les toutes prochaines semaines. Pour l'instant, il était seulement à l'essai en mer Noire, puisque les travaux de construction de ce navire ont été lancés en 2021. Alors, ce navire, avant la frappe, le voici. Il s'agit d'un porte-missile baptisé Asgold de classe Karakourt. Il mesure 67 mètres de long. Il est capable de transporter 6 missiles calibre et selon le commandement de l'armée de l'air ukrainienne, il s'agit de l'un des navires les plus modernes de la marine russe. La marine russe qui pour l'instant n'a pas commenté cette frappe, contrairement au ministère russe de la Défense qui a admis effectivement que l'Ukraine a fait pleuvoir samedi 15 missiles de croisière sur le chantier naval de Kerch. Parmi ces missiles, 13 ont été détruits. Un navire a été endommagé. Vous noterez que le navire n'est pas nommé, tout comme les conséquences de cette frappe. Aucune précision non plus sur les missiles utilisés par l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne qui ce matin a tweeté ceci. Oops, we did it again, avec une image d'un missile Scalp français. Un missile qui a donc été utilisé pour atteindre ce navire. Alors, théoriquement, les Scalp français ont une portée de 250 km. Or, quand on regarde une carte, la ville de Kerch est située à environ 300 km de Zaporijjia, à 250 km des premières lignes ukrainiennes, ce qui évidemment interroge sur le lieu d'où a été tiré ce missile français. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la cible n'a pas été choisie au hasard. C'est ce que dit l'ISW qui précise que le chantier naval de Zaliv est le plus grand d'Europe de l'Est. C'est aussi probablement le principal centre de réparation de la flotte russe en mer Noire depuis la frappe contre le port de Sébastopol le 13 septembre dernier. Effectivement, ces dernières semaines, la flotte russe en mer Noire a subi de très nombreuses attaques. Regardez cette liste non exhaustive. Ça a commencé en juillet avec la frappe contre le pont de Kerch et puis plusieurs ports qui ont été tour à tour attaqués. On se souvient évidemment de la destruction d'un navire de débarquement et d'un sous-marin qui était en cale sèche dans le port de Sébastopol. Le 22 septembre dernier, c'était le quartier général de la flotte russe en mer Noire qui avait été attaqué. Évidemment, cette frappe, elle a une forte valeur symbolique, puisqu'on rappelle que la flotte russe en mer Noire, c'est le joyau de l'armée russe, tandis que les Ukrainiens, eux, ne possèdent aucun navire de guerre. Frappe donc
symbolique, mais également stratégique, puisqu'on se souvient que l'hiver dernier, c'était depuis la mer Noire qu'avaient été tirés un certain nombre de missiles contre les infrastructures électriques en Ukraine. C'est donc pour éviter un deuxième hiver dans le noir que les Ukrainiens s'en prennent désormais à cette flotte russe en mer Noire. Merci beaucoup Nivine pour toutes ces précisions. Première question, donc ça veut dire quand même, général, qu'un deuxième chantier naval est endommagé. Ça veut dire la cale sèche, ça va être compliqué pour aller réparer les bateaux russes en mer Noire. Ça, Nivine nous l'a très bien expliqué. Je parlais tout à l'heure d'événements à forte portée médiatique. Fort pouvoir déstabilisant militairement parlant aussi ou pas? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les Scalp ou les Storm Shadow fonctionnent très bien. Manifestement. Le premier point, c'est un bon produit franco-britannique. Le deuxième point, c'est que les marines doivent faire attention à leurs navires, ce qui montre leur vulnérabilité et la difficulté qu'il y a à protéger des navires de guerre. C'est valable pour des corvettes, mais c'est valable aussi pour des frégates, voire pour des porte-avions. Ça montre une assez grande vulnérabilité qu'essaient de parer les grandes marines, notamment contre des missiles encore plus performants comme les hypervéloces. Donc c'est une vraie réflexion, puisqu'on voit un pays qui n'a pas de marine, qui s'attaque à la marine russe, qui n'est pas complètement négligeable en mer Noire et en mer d'Azov, et qui lui porte des coups. Alors est-ce que c'est un coup très sévère? Oui, c'est un bâtiment qui est neuf, qui n'est pas quand même très impressionnant. Hein. Il doit faire 40 fois moins en termes de tonnage que Charles de Gaulle et 90 fois moins que le Ford ou le Eisenhower. Donc c'est quand même nettement plus petit, bien évidemment. Mais c'est quand même des coups sensibles, et ce qui montre que la marine russe n'a pas de liberté, de grande liberté. Et n'arrive pas à protéger correctement ces points sensibles. Ces points sensibles, c'est les ports et les cales de réparation ou de mise au point de leurs bâtiments. Alors évidemment, en ce moment, un succès de ce type, c'est une bonne chose, parce qu'on ne nous présente pas grand-chose d'autre quand même. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, Aline Lebaille-Crémer. C'est-à-dire qu'effectivement, sur le terrain, sur la terre ferme, effectivement, ça fait quand même plusieurs mois que ça ne bouge pas. On en a parlé longuement hier. Et en plus, Volodymyr Zelensky était quand même dans une séquence un peu compliquée, où la semaine dernière, on nous expliquait qu'il était épuisé, ce qu'on peut tout à fait comprendre, qu'il n'était pas tout à fait lucide. Il y avait un de ses proches qui parlait d'un point de vue, il parlait de façon anonyme en disant on ne peut pas lui faire comprendre qu'on a perdu. On sait très bien qui c'est, la source anonyme aussi, pour comprendre le papier. Ouais, non mais alors attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Il y a cette affaire avec Zaloujny, donc on en a longuement parlé hier également, de Valéry Zaloujny, chef d'état-major, qui dit écoutez là, franchement ça devient compliqué, on a fait des erreurs, etc. Pour Zelensky, c'est compliqué en ce moment. Donc c'est évidemment un très beau coup, mais c'est important aussi de capitaliser là-dessus pour lui. Ce qui est important surtout pour l'Ukraine, c'est la stratégie n'empêche de dire, et la validité du propos, que de réclamer des missiles à longue portée. Parce que ce que ça dit, ça tout le monde est d'accord et ne s'en cache pas, et en particulier sur le front, j'ai envie de dire, c'est compliqué. Oui, c'est difficile, mais les Ukrainiens le disaient eux-mêmes, et Volodymyr Zelensky l'a suffisamment reconnu durant des mois que c'était pas si simple que d'avancer, que ça n'avance pas vite en termes de frontal et d'atteindre Mélitopol comme c'était prévu, de calage, y compris selon la doctrine et de réunion avec l'OTAN de cette façon-là. Donc en fait, les Ukrainiens, ce qu'ils expliquent de toutes les façons possibles depuis des mois, il faut de la longue portée. Pourquoi ? Parce que on peut réaliser ce type d'action qu'il n'y aura pas d'effondrement russe, parce qu'il y a des lignes de défense de l'armée russe, pardon, comme c'est prévu en termes d'avancée, de contre-offensive spectaculaire type Omaha Beach. Ça n'est pas possible, manifestement. En revanche, ce qui est possible, c'est d'effondrer les bases, les approvisionnements en armes, les nœuds logistiques, là où il y a de l'armement en stock. Et c'est très exactement ça, parce qu'un gros bateau comme ça, c'est quand même du stock militaire, très concrètement. Donc en fait, pourquoi les Ukrainiens réclament à tort et à cri depuis des semaines, des mois, très exactement ce qu'il faut pour gagner, avec d'autres interrogations en fonction de ce qui ne marche pas sur le front. Et moi je ne suis pas si d'accord que ça en réalité pour dire que ce que dit Volodymyr Zelensky et ce que dit Zaloujny ne s'articulent pas à un moment donné. Et typiquement là, parce que dans la tribune qui, à mon avis, de la part de Zaloujny, est plus adressée en réalité à une partie du commandement de l'OTAN et en particulier certains Américains, parce que j'ai entendu beaucoup que c'était la première fois qu'il s'exprimait dans les médias, ce qui est faux. Il a, au mois de juin, publié une tribune dans le Washington Post. Ah oui, voilà, même encore avant. pour déjà quand même râler sur de ce qu'on leur demandait de faire, à savoir ce qu'ils refusaient également, c'est-à-dire d'envoyer des vagues d'hommes à la Russie
Russes, j'ai envie de dire, sans appui aérien, pour se dire très clairement qu'on les sacrifie, ni plus ni moins. Et ça, pour les Ukrainiens, il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Ah, mais ça, il l'a dit depuis le début, effectivement. Volodymyr Zelensky le dit depuis le début. Et il y a toujours régulièrement des petits bruits. Ça sera non, en fait. Ce sera non parce que la société ne le veut pas, les soldats ne le veulent pas, et ni Volodymyr Zelensky, ni Zaloujny ne le veulent. Donc, en fait, c'est comment on fait pour trouver d'autres solutions, et en particulier la question de l'appui aérien, pour pouvoir envoyer plus de troupes avancer peut-être plus vite sur cette contre-offensive, et aller frapper en profondeur pour que s'effondre probablement, en tout cas c'est ce qui est une des stratégies envisagées, l'armée russe de cette façon-là. Alors après, on va oublier les défenses anti-aériennes, parce que l'angoisse, il y a aussi beaucoup de débats politiques, etc. Non, l'angoisse des Ukrainiens, à 80% des Ukrainiens, c'est de savoir comment ils vont passer le 8 vert, et est-ce que les Russes ont prévu de reproduire, et comment on anticipe les frappes sur les infrastructures d'électricité, etc.